Donc, on continue avec les paramètres de détermination de la qualité physico-chimique des eaux usées. Troisièmement, donc mesure de pH. Mais avant ce point, donc je reviens un petit peu en arrière sur la page 89, mesure des débits. Le moment où j'expliquais le chenal d'approche, il y avait mon fils qui était à la porte de mon bureau. Donc, j'ai arrêté, j'ai repris sans continuer là où j'étais. Alors, chenal d'approche, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le point où on mesure la hauteur de l'eau. Quelques mètres en avant, on réalise une dalle sur le fond de la rivière, par exemple, sur le fond du canal. Une dalle qui va servir à passer d'un régime turbulent à un régime laminaire. Pourquoi? Parce que généralement les rivières et les canaux donc, ont été faits avec la circulation d'eau et donc par conséquent il y a de la turbulence. Et comme il va y avoir de la turbulence, la mesure de la hauteur d'eau ne va pas être exacte. Donc là la solution c'est de mettre ce qu'on peut appeler comme ça un tranquillisant. Et donc là c'est pour en mettant bien évidemment une dalle au fond quelques mètres avant le point de mesure, donc par exemple 5, 6, 7 jusqu'à 10 mètres par exemple, on met une dalle au fond et donc ceci va favoriser bien évidemment une circulation laminaire de l'eau et donc comme ça la mesure de l'eau va être exacte. Voilà, donc maintenant troisièmement mesure des pH. Le pH est l'un des paramètres physico-chimiques ou chimiques si vous voulez important. Parce que ça va servir à déterminer la qualité de l'eau. Là, vous savez bien un petit peu la valeur de pH, ça a une influence directe sur la vie dans l'eau, ce qu'on va détailler bien évidemment dans la suite de cette diapositive. Alors, il sert au contrôle de la qualité de l'eau à l'entrée de la steppe. C'est très important de le mesurer à l'entrée de la steppe. Pourquoi? Parce qu'une steppe, une station d'épuration, ça contient des êtres vivants, qui sont les micro-organismes. Et donc là, si le pH n'est pas adéquat il n'est pas optimum à la qualité, ou plutôt à la vie des micro-organismes, on va les perdre, et par conséquent, on va perdre, soi-disant, les agents qui réalisent le traitement, qui sont les bactéries qui se trouvent dans l'eau. Alors, les variations importantes du pH sont presque toujours la conséquence de rejets industriels. Ça, c'est très important pour la qualité des eaux usées urbaines. Alors, quand on a des eaux usées urbaines, normalement, le pH, il varie très très peu. Autrement dit, vous avez un pH presque constant, je dirais. Okay. Alors, le moment à la steppe, parce que là, on a dit à l'entrée de la steppe, on fait la mesure. À l'entrée de la steppe, si un jour on constate qu'il y a une variation, ça veut dire qu'il y a un pH acide ou un pH basique, c'est un argument, si vous voulez, qu'il y a un rejet industriel qui s'est réalisé dans le réseau d'assainissement urbain. Okay. Alors là, il faut un petit peu détailler. Alors quand on dit un rejet industriel dans une zone urbaine, qu'est-ce que c'est? Ben, comme vous le savez bien, dans les villes, il n'y a pas que les maisons et les magasins. Hein. Il y a des petits locaux industriels à petite échelle, bien évidemment. Par exemple, vous avez des mécaniciens, vous avez des gens qui font de la soudure, par exemple. Vous avez des gens qui font du tannerie, hein, le travail du cuir, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a des petites unités industrielles qui sont implantées au cœur de la vie. Et donc là, leurs rejets, s'ils sont normaux, ça veut dire des eaux usées urbaines, domestiques plutôt, qui vont être rejetés dans le réseau urbain, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il y a un rejet industriel, par exemple, vous avez quelqu'un qui travaille le cuir, par exemple, le moment où il va, par exemple, vidanger ses bassines, qui contient des produits chimiques, il va les vidanger, il va les rejeter dans les eaux usées, hein, dans le réseau d'assainissement. Qu'est-ce qu'on va constater? À l'entrée de la steppe, on va constater qu'il y a une variation de pH. Donc, autrement dit, la variation de pH à l'entrée de la steppe va nous donner, ou plutôt c'est un argument, comme quoi il y a un rejet industriel quelque part. Okay. Alors, si ça se répète plusieurs fois,
là, il faut détecter ce rejet industriel. Il faut peut-être passer aux sanctions, hein, parce que ça va perturber le fonctionnement de la steppe. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la variation de pH, ça va avoir une influence directe sur les bactéries qui se trouvent dans la steppe. Alors, le pH mesure la concentration des ions H+ dans l'eau, donc ça vous connaissez. Ce paramètre caractérise un grand nombre d'équilibres physico-chimiques. Bien évidemment, ces équilibres, donc là, ils dépendent de pH, par exemple, la solubilisation des sels et ainsi de suite. Donc là, avec la variation de pH, tout changera. Alors, la valeur de pH altère la croissance et la reproduction des micro-organismes existants dans une eau. Ça, c'est la clé, si vous voulez, plutôt le point qu'il faut discuter concernant le pH. Pourquoi? Parce que quand on dit le pH va changer, la valeur de pH va changer, elle va altérer, hein, gêner la croissance et la reproduction des micro-organismes. Alors nous, on fait dans une steppe le traitement ou l'épuration des eaux usées. Comment? C'est par des bactéries. C'est les bactéries qui vont réaliser ce traitement. Ça veut dire que les bactéries vont dégrader la matière organique pour la transformer en éléments minéraux. Mais donc à la fin, au lieu d'avoir une eau qui est riche en matière organique, on aura une eau qui contient des éléments minéraux. Ça veut dire que c'est une eau qui ressemble à une eau soi-disant naturelle. Hein. Naturelle, ça veut dire une eau qui circule sur Terre. Donc là, si nous faisons des variations de pH, nous allons altérer la croissance, ça veut dire que ces bactéries ne vont pas avoir une vie normale, et par la suite aussi leur reproduction, ça veut dire qu'il va y avoir un arrêt de multiplication. Donc par conséquent, on va altérer, soi-disant, le traitement des eaux ou l'épuration des eaux. Alors, la plupart des bactéries peuvent croître dans une gamme de pH comprise entre 5 et 9. Donc là, 5 et 9, entre 5 et 9, soi-disant, on pourra dire que toutes les bactéries peuvent vivre dans entre ces deux valeurs de pH. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de toutes les bactéries sur Terre, je parle des bactéries qui peuvent réaliser l'épuration des eaux usées. Alors maintenant, pour ces bactéries-là, l'optimum est situé entre 6,5 et 8,5. Donc là, entre 6,5 et 8,5, bon, là c'est le top, si vous voulez, pour les bactéries. Donc là, la valeur de pH souhaitée par les bactéries, c'est entre 6,5 et 8,5. Alors, des valeurs de pH inférieures à 5 ou supérieures à 8,5 affectent la croissance et la survie des micro-organismes aquatiques selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, que vous connaissez bien. Donc là, le pH au niveau d'une steppe, il doit être aux alentours, dans l'intervalle 6,5-8,5. E-delà, c'est pas bon. E-delà, ça peut être causé par exemple par un rejet de matière alcaline. Hein. Donc là, par exemple, une unité industrielle qui travaille avec de la soude, hein, et ça injecte dans le réseau d'assainissement urbain une quantité par exemple de soude importante, ça va augmenter le pH et donc par conséquent ça va perturber. Inférieur à 6,5, le même cas dans une unité industrielle qui utilise beaucoup d'acide par exemple. S'ils déversent ou ils vidangent les quantités d'acide qu'ils ont dans le réseau d'assainissement urbain, ça va faire baisser le pH et donc ceci va bien évidemment ça va détruire bien évidemment les bactéries qui se trouvent dans l'eau et donc par conséquent le traitement ou l'épuration des eaux usées dans la steppe va être inadéquat. Hein. Donc là, le traitement ne va pas être réalisé comme souhaité. Alors, si une usine rejette des effluents acides dans une rivière, cela affectera la vie des micro-organismes, donc comme vous le savez bien. Il faut neutraliser le rejet par une base. Donc, on utilise souvent la chaux, qui est moins chère que la soude, comme ça a été dit dans le cas du traitement de l'eau potable. Donc là, à l'entrée de la steppe, on contrôle toujours le pH. Un jour, si on constate que vous avez des effluents acides, ça veut dire que vous avez des eaux usées
dont le pH est inférieur à 6,5 ou peut-être même, par exemple, aux alentours de 6,5 ou 7. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de la chaux dans l'eau. Hein. On rajoute la chaux dans l'eau et donc ceci, ça va augmenter le pH et donc par conséquent favoriser un bon traitement. Alors la chaux, c'est souhaité. Pourquoi? Parce qu'elle est moins chère que la soude, la NaOH, l'hydroxyde de sodium. Alors la neutralisation est réalisée à l'aide d'une pompe doseuse. Donc là, à l'aide de plusieurs pompes doseuses si vous voulez. Donc là, c'est en fonction du débit d'eau usée injectée dans la steppe. Donc on réalise un réglage de la pompe doseuse afin qu'elle injecte une quantité en litres selon le débit en mètres cubes, par exemple, entrant à la steppe. Alors la méthode de mesure est basée sur l'utilisation d'un pH mètre, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on mesure un paramètre important. On ne doit pas utiliser par exemple un papier pH ou un indicateur coloré. Le pH doit être mesuré in situ, ça veut dire sur place. Hein, on n'a pas le droit de prendre l'eau jusqu'au laboratoire pour la mesurer son pH. Donc l'autre paramètre, quatrièmement, mesure de la température. Donc la mesure de la température est très importante, bien évidemment, dans le cas de détermination de la qualité des eaux usées. Pourquoi? Parce que c'est un paramètre qui va nous aider à déterminer l'incidence des rejets industriels. Donc, deuxième paramètre physico-chimique, c'est la mesure de la température qui nous permet de déterminer qu'il y avait un rejet industriel. Donc, en plus de la variation de pH, qui est un argument fort de détection d'un rejet industriel dans le réseau d'assainissement urbain, vous avez aussi la mesure de la température. Donc, une élévation de la température ou une baisse de la température, c'est selon le secteur d'activité de l'unité industrielle en question. C'est un argument, encore une fois, un argument fort qui avait un rejet industriel important. Alors là, à prendre en considération bien évidemment dans les mesures de température. Donc là, des petites variations, c'est rien du tout, mais si vous avez des variations très importantes, c'est dû à un important rejet industriel. Alors des modifications excessives de la température des milieux récepteurs sont en effet de nature à modifier le biotope et à perturber la vie piscicole. Donc là, en aval de la steppe, donc là dans le milieu récepteur, après traitement des eaux usées et après rejet dans le milieu récepteur, si vous avez une variation de la température, la vie piscicole, c'est-à-dire tout ce qui est poisson ou espèces animales qui vivent dans l'eau, donc poissons, mollusques et tout ce que vous voulez, la vie va être perturbée de ces espèces-là et donc par conséquent, vous aurez des comportements anormaux. La même chose pour tout ce qui est végétal dans l'eau, dans le milieu récepteur, ça va être perturbé. Donc là, vous aurez par exemple des plantes qui changent de couleur, des plantes qui ne poussent pas de manière normale, et ainsi de suite. Alors la mesure de la température nous permet de contrôler la validité des mesures d'oxygène dissous dans l'eau, car cette dernière est fonction de la température et de la pression atmosphérique. Donc là, plus la température de l'eau augmente, moins qu'il y a d'oxygène dissous dans l'eau. Et donc par conséquent, si vous avez moins d'oxygène dissous, la vie piscicole et le biotope vont être perturbés. Pourquoi? Parce que ces plantes et ces animaux ont besoin d'une quantité d'oxygène pour survivre, et donc là, s'il y a moins, la vie de ces espèces-là va être perturbée. Alors, la mesure de la température va nous aider à évaluer certains aspects des cycles biologiques et comportementaux. Donc là, les cycles biologiques, ça veut dire tout ce qui est reproduction des espèces qui se trouvent dans l'eau. Donc là, s'il y a une variation de la température, on n'est pas à la température optimale de survie de ces espèces-là, et donc par conséquent, ces cycles biologiques vont être perturbés. Donc là, il va y avoir moins de multiplication des espèces et ainsi de suite. Et aussi, il y a les cycles comportementaux, ça veut dire qu'il va y avoir bien évidemment un changement de comportement de quelques espèces dans l'eau. Donc là, vous avez l'exemple qui peut sauter directement
c'est l'exemple par exemple de poissons qui vont quitter le milieu, donc là, migrer vers un autre milieu. Donc par conséquent, dans la rivière par exemple, vous trouverez moins de poissons par exemple, parce que ça va y aller soit vers l'amont, soit vers l'aval, là où les températures vont être optimales. Alors la mesure est effectuée in situ, la mesure de la température est réalisée in situ, ça veut dire sur place, le moment de l'échantillonnage, accompagné avec celle de l'air. Alors pourquoi celle de l'air? Parce que, comme vous le savez bien, entre l'hiver et l'été, il y a des variations de la température ambiante. Et donc, par conséquent, la température de l'air va augmenter. Et bien évidemment, si vous avez la température de l'air qui augmente, elle va avoir une influence sur la température de l'eau. Donc, autrement dit, c'est pour ne pas dire, dans le cas de petites variations ici, de la température de l'eau, qu'il y a un rejet industriel. Non, parce que les petites variations, c'est dû à la variation de la température ambiante, donc la température de l'air. Par exemple, en hiver, on est à des températures de 15 à 20 degrés, par exemple. Vous aurez une température de l'eau. Par contre, en été, vous êtes à 35, donc là, 35 degrés. La température est plus importante, la valeur de la température est plus importante, donc par conséquent, la température de l'eau va changer aussi. Alors, ce petit changement, on a l'explication, parce que c'est dû au changement climatique et pas à un rejet industriel. Alors, la mesure se fait par un thermomètre au dixième de degré, donc ça veut dire qu'il faut avoir la virgule. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des valeurs de pH de type 7, 8, 9, 10. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la variation n'est pas détectable. Donc là, il faut avoir des valeurs avec la virgule. Par exemple, au début, on a 7,6 et à un certain moment, on a 7,8. Donc là, il faut prendre ceci en considération. Cinquième point, c'est la conductivité électrique. Comme vous le savez bien, la conductivité électrique, elle va nous aider à évaluer la teneur en sel dissous dans les eaux résiduaires, dans les eaux usées. Et donc là, elle est mesurée par un conductimètre, tout simplement, comme vous le savez bien. Alors, la mesure de la conductivité ne donnera pas une idée sur la charge du milieu, autrement dit sur la charge polluante, ça veut dire sur la quantité de pollution qui se trouve dedans. Pourquoi? Parce que les matières organiques et colloïdales ont peu de conductivité. Ils ne sont pas chargés, donc par conséquent, la charge du milieu, ça veut dire la pollution, la quantité de pollution, on ne peut pas la détecter par la conductivité, parce que la conductivité va nous donner une idée sur les sels dissous, pas plus. Alors, sixième paramètre, c'est la turbidité. Donc là, l'existence de matière en suspension. Donc la turbidité des eaux résiduaires se définit comme l'expression de la propriété optique qui fait que la lumière est dispersée et absorbée plutôt que transmise en ligne droite à travers l'échantillon. Donc là, c'est pour expliquer un petit peu le principe de fonctionnement d'un opacimètre, si vous vous rappelez bien. Donc on a dit qu'il y a un turbidimètre et un opacimètre, les deux appareils qui peuvent servir à mesurer la turbidité. Le turbidimètre, c'est plutôt pour les faibles turbidités, c'est dans le cas des eaux traitées, les eaux potables, et l'opacimètre, c'est dans le cas de la mesure de la turbidité des eaux usées. Et donc là, il va y avoir une absorption de la lumière transmise, bien évidemment, dans l'échantillon. Alors, cette dispersion est provoquée par l'interaction de la lumière avec les particules en suspension et traduit la réduction de transparence du milieu. Donc là, le milieu où le tube ne va pas être transparent, donc par conséquent, on constate qu'il y a une quantité de lumière très importante qui a été absorbée. Donc là, ça nous donnerait une idée sur la turbidité. Donc maintenant, la mesure exacte de matière en suspension, c'est soi-disant quantité dans l'eau. Les matières en suspension sont mesurées par pesée, après filtration, centrifugation et séchage à 105 degrés Celsius. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'eau, 1 litre par exemple, on réalise une filtration sur un papier filtre. On va retenir que la matière solide, l'eau, on va s'en débarrasser et on va le sécher à 105 degrés
hein, dans une étude, et par la suite, on va réaliser une pesée. Une pesée pour dire, par exemple, vous avez tant de grammes, par exemple 15 grammes par litre de matière en suspension. Okay. Alors, cette opération de filtration peut être remplacée par une opération de centrifugation. Donc là, c'est un autre type de séparation entre le liquide et le solide. Toujours le culot, ça veut dire la partie qui est solide, qui va précipiter au fond de tube, par exemple. On va la sécher à 105 degrés et on va réaliser une pesée pour avoir une valeur en milligrammes par litre utilisé. Alors la méthode par centrifugation est plus particulièrement réservée au cas où les méthodes par filtration ne sont pas applicables par suite d'un risque élevé de colmatage des filtres. Alors bien évidemment, là, les deux méthodes, on peut dire qu'elles sont complémentaires. Autrement dit, la méthode de filtration d'abord, parce que c'est moins cher, c'est rapide, okay. Et si ça ne marche pas, parce qu'on a un risque de colmatage des filtres qui est élevé, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a une quantité, par exemple, on a 1 litre d'eau, il faut le filtrer. Okay. Si on n'arrive pas à filtrer le litre d'eau en continu et rapidement, d'une manière aisée, suite à un risque élevé de colmatage du filtre, on va y aller réaliser l'opération par centrifugation. Pourquoi? Parce que ça ne va pas demander un filtre, mais plutôt des tubes, et on réalise une rotation à grande vitesse, aux alentours de 4000 tours par minute. Et donc là, on aura la séparation entre le liquide et le solide. Bien évidemment, cette opération est, je ne pourrais pas dire coûteuse, mais l'investissement au début est coûteux. Pourquoi? Parce qu'il vous faut une centrifugeuse, donc un appareil. On en a une au laboratoire, j'espère que vous aurez l'occasion de la voir dans la salle de chimie. C'est un appareil qui coûte, hein. Il n'est pas gratuit, bien évidemment. Alors que la filtration, c'est rapide, vous en avez besoin d'une pompe à vide et d'une petite instrumentation de filtration qui ne coûte pas trop cher. Alors, les matières en suspension comprennent les matières décomptables et les matières colloïdales. Donc là, les matières en suspension sont constituées de matières décomptables et des matières colloïdales. Et on va voir maintenant la différence entre les deux. Alors, les matières décomptables qui se déposent au repos pendant une durée fixée conventionnellement à 2 heures. Alors là, on a dit, voilà, on va laisser reposer l'eau et la quantité qui va se déposer dans une intervalle de temps de 2 heures, c'est les matières décomptables. Donc là, comme je l'ai dit, c'est d'une manière conventionnelle entre les chercheurs. Donc là, en 2 heures, vous aurez les matières décomptables. Donc là, elles sont mesurées par lecture directe du volume occupé au fond d'une conne de décantation. Donc, conne de décantation, je vais vous la montrer sur la diapo suivante, la diapo 94. Donc là, vous aurez 1 litre d'eau à mettre dans une conne de décantation, et après 2 heures, vous lisez le volume occupé par les matières en suspension qui se trouvent au fond. Ça veut dire qu'ils ont pu être décomptés dans cette conne de décantation. Et bien évidemment, ça c'est les matières décomptables. Les matières colloïdales, alors elles représentent la différence entre les matières en suspension, ça veut dire ce qu'on a obtenu par filtration, centrifugation et séchage, et les matières colloïdales. Donc là, elles représentent, comme j'ai dit, les matières colloïdales, elles représentent la différence entre les matières en suspension et les matières décomptables. Ça veut dire ce qu'on a obtenu là, moins ce qu'on a obtenu en matière décomptable, c'est les matières colloïdales. La taille des particules correspondantes est approximativement comprise entre 10 à la puissance moins 9 et 10 à la puissance moins 5 mètres. Donc là, c'est très petit, et donc par conséquent, ça n'arrive pas à se décompter. Donc là, matière en suspension moins matière décomptable, c'est les matières colloïdales. Alors, les matières en suspension, d'une manière générale, sont constituées de matières minérales et de matières organiques, ou de matières volatiles en suspension, MVS. Alors, matières volatiles en suspension, c'est des matières qui vont se volatiliser, qui vont se transformer en gaz. Et donc là, au début, c'était dans l'eau, mais à un certain moment, on les retrouvera
et parce qu'ils vont se volatiliser et on va les perdre. Donc une approche des matières organiques est donnée par l'essai de calcination à 525 degrés Celsius. Donc là, pour savoir combien il y a de matière organique dans l'eau, on va réaliser une calcination, hein, ça veut dire transformation de la matière organique en matière minérale à 525. Donc là, on prend une quantité d'eau, on va la mettre au four à 525 degrés Celsius et on aura bien évidemment un résidu à la fin, des cendres soi-disant, et donc là, on va mesurer leur poids, et donc là, c'est la quantité de matière organique qui se trouvait bien évidemment dans l'eau. Donc là, la détection se fait par calcination. Alors là, c'est les cônes de décontation pour la mesure de la matière, des matières décomptables. Donc là, on remplit ces cônes-là avec 1 litre d'eau, okay, et on le laisse reposer pendant 2 heures. Après 2 heures, là, comme vous voyez ici, donc là, il y a des graduations. Donc là, vous voyez 800, 900 et 1000. Okay. Donc après décontation, vous venez, vous faites la lecture du bain. Par exemple, c'est 100 ml, 200 ml, 300 ml, ce que vous voulez. Hein, c'est selon la quantité de matière en suspension qui se trouve dedans. Donc là, vous dites par exemple que vous avez 100 ml, bien évidemment par litre, de matière décomptable. Hein, de matière décomptable. Et donc là, la mesure se fait directement là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est gradué. Donc, 8e paramètre est le test de décontation. Donc la décontation est une opération de séparation mécanique. Donc comme vous le savez bien, on ne fait rien du tout. On laisse reposer l'eau, il va y avoir une partie qui va décompter et bien évidemment il y a un surnageant. Alors cette décontation est réalisée par une différence de gravité de phase non miscible dans l'une ou moins liquide. Donc là vous avez 2 phases. Au moins une qui est liquide, parce que là il y a possibilité de séparer 2 phases liquides, par exemple de séparer de l'huile et de l'eau en faisant une décontation. Donc laissez reposer, vous aurez l'eau en bas et l'eau qui va surmonter, et l'huile va la surmonter. Et il y a possibilité aussi de séparer une phase solide en suspension dans une phase liquide par la décontation. Donc, dans le cadre du traitement des eaux résiduaires, elle est utilisée afin de séparer les diverses phases en vue du traitement spécifique. Alors, pourquoi? Parce que quand on a une eau usée, on doit réaliser des traitements spécifiques par type. Et l'exemple que vous avez ici, par exemple, des boues humides. Donc là, vous avez un traitement des eaux usées. Vous avez des boues humides, des boues qui sortent dans le décompteur par exemple, et ces bouts-là, c'est un mélange de la matière, d'une matière solide et d'une matière liquide. Donc là, ces bouts humides vont donner une phase liquide et des bouts sèches. Donc là, après une décontation. Donc ça veut dire les bouts produites par la station d'épuration, on va les séparer par décontation, ils vont nous donner une phase liquide, c'est le surnageant, et des bouts sèches, donc ça c'est le fond par exemple de décompteur. Alors qui rangent chacune sur une chaîne de traitement particulière. Donc là, les eaux usées, on va les épurer dans la station de traitement, donc ça veut dire qu'il va y avoir recirculation des eaux usées en amont de la steppe, hein, pour qu'il y aura épuration, et les bouts sèches, il faut les valoriser. Alors, les valoriser, c'est par exemple les utiliser comme fertilisant du sol, hein, comme une engrais. Donc là, ce solide-là, on va le mettre sur la surface du sol pour le fertiliser. On peut l'utiliser par exemple, on peut utiliser ces bouts comme matière première dans le cas de l'incinération. Si ces bouts-là ont un pouvoir calorifique important, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de carbone dedans, donc là ça va donner plus d'énergie, soi-disant, en incinération, et ainsi de suite. Donc là, ces eaux usées, on peut les valoriser. Et donc là, l'illustration, l'exemple
le plus important, c'est la station d'épuration. Donc, autrement dit, dans une station d'épuration, vous aurez des boues humides qui sortent. Ces boues humides, on va les séparer en phase liquide, qui va être recirculée dans la station d'épuration, et les boues sèches qu'on va bien évidemment valoriser, comme vous le savez bien. Dans les steppes, la boue, on peut la valoriser. Par exemple, à la steppe de Khribga, les boues vont être injectées dans un digesteur anaérobie, ça veut dire une grande tour, hein, qui va favoriser la production de biogaz, qui est le méthane. Et donc là, à la base, c'est des boues et on aura du méthane à la fin, un gaz qui est combustible, bien évidemment, qu'on utilise pour soit pour le stocker et l'utiliser en tant que gaz de cuisson, par exemple, ou dans la majorité des cas, par exemple à la steppe de Khribga, on utilise ce gaz-là pour produire de l'électricité. Donc là, ça favorise l'éclairage, par exemple, de la steppe pendant la nuit. Alors, si on laisse reposer une suspension solide dans une phase liquide, on observe que les particules sous l'action de la pesanteur et de la poussée d'Archimède tendent à tomber vers le fond, s'ils ont une densité et une taille très importante, ou à remonter à la surface, bien évidemment, selon la densité et la taille. Donc là, la densité et la taille vont favoriser deux choses pour ces particules qui se trouvent dans l'eau, c'est soit qu'elles remontent, soit qu'elles tombent au fond. Alors, cette décantation peut cependant être relativement lente pour les très fines particules et les liquides particulièrement visqueux. Donc là, si vous avez des particules très fines, ils auront du mal à précipiter, à décanter. Et la même chose si vous avez des liquides visqueux. Donc là, dans le cas des liquides visqueux, donc là, il y a une difficulté à les faire décanter. Pourquoi? Parce que les particules ils ont une force de liaison très importante avec le liquide. Alors, toutefois, il est possible d'agir sur plusieurs paramètres pour augmenter la vitesse de sédimentation. Donc là, si dans un procédé donné, on veut favoriser la décantation, la sédimentation, on veut l'accélérer, alors là, on peut intervenir. Donc là, par exemple, le diamètre des particules en utilisant des flocculants. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le diamètre des particules. Hein, en ajoutant quoi? En ajoutant des flocculants. Rappelez-vous l'opération de coagulation de flocculation dans le cas du traitement de l'eau potable, par exemple. Hein, donc, rappelez-vous de ce point-là. Donc là, maintenant, on a des petites particules très fines. Hein, on rajoutera un floculant. On va former quoi? On va former des flocs. Et ces flocs-là, c'est quoi? C'est des particules qui s'est agglomérées et leur diamètre, le diamètre de la particule finale va être très grand. Et donc là, on favorisera la sédimentation. On pourra jouer sur la différence de densité. Donc là, on peut jouer sur la densité en ajoutant des réactifs, bien évidemment, dans le milieu. La viscosité du fluide qui diminue avec l'élévation de la température. Alors, bon, là, c'est dans un procédé industriel qui n'a rien à voir avec les eaux usées. La viscosité, par exemple, du fluide, on peut la diminuer en élevant la température. Là, on augmente la température, la viscosité va diminuer, donc là, ça permet, soi-disant, la séparation entre les matières en suspension et le liquide. La surface de base du bac. Donc là, lors de la décantation, on peut utiliser soit des cônes, vous avez vu un petit peu l'illustration, on peut utiliser des bassins de décantation avec un fond, bien évidemment, horizontal, ou avec un fond incliné. Avec le degré d'inclinaison, la décantation va être plus rapide. Voilà, donc c'est tout pour le test de décantation. On verra la suite dans une autre vidéo.